Je vous informe que je suis ravie de vous présenter notre prochain conférencier, Franz Saint-Elémy, président et chef de l'exploitation chez Ledartech. Ingénieur, innovateur et expert en technologie avancée reconnu mondialement, Franz a plus de 21 ans d'expérience dans le secteur de l'électronique et de l'automobile, avec des connaissances spécialisées dans les domaines de conduite automobile, de l'intelligence artificielle, des objets connectés et des applications d'automatisation, en plus du développement d'entreprises et de produits de l'ingénierie des applications, des ventes et du marketing au niveau mondial. Toute une liste. J'ai hâte de l'entendre. Aujourd'hui, il se joint à nous pour présenter les enjeux liés au transport en zone urbaine et sur la contribution des véhicules électriques et autonomes à l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité, ainsi qu'à la création de valeur pour les villes. Bienvenue, Franz. Merci, Ravi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous t'entendons bien, alors à toi la scène. Parfait, merci beaucoup. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier deux amis qui ont contribué au développement de cette conférence, Martin et mon ami Noah. Donc, félicitations pour cette belle initiative de Ville intelligente. Alors aujourd'hui, ma présentation sera sur les défis de la mobilité en milieu urbain. Comment est-ce que les capteurs lidar peuvent aider avec les véhicules autonomes et en même temps combiner avec des solutions de fusion de données et de perception. Puis je vais conclure avec quelques petites recommandations et éventuellement on va avoir une couple de questions. Alors rapidement pour tomber dans le vif du sujet, il y a quand même une vague de ce qu'on appelle urbanization en anglais, de transformation des milieux urbains où est-ce que les grandes villes deviennent de plus en plus grandes. En fait, selon les dernières statistiques de l'ONU, il y a plus de 38 villes à travers le monde qui ont plus de 10 millions d'habitants. Donc, d'ici 2050, essentiellement, plus de la moitié de la population mondiale vont vivre dans les grandes zones urbaines. Et donc, ça crée une situation où est-ce qu'il y aura de plus en plus de véhicules en circulation qui va doubler d'ici 2040, projeté à plus de 2 milliards de véhicules. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact que ça a non seulement sur la qualité de l'infrastructure, mais aussi sur la qualité de vie, parce que nos villes n'étaient pas conçues pour soutenir une telle croissance, tant au niveau humain qu'au niveau du parc de véhicules. Donc, si on regarde ça, ce que ça cause l'embouteillage, évidemment, les émissions atmosphériques, on a aussi beaucoup d'accidents, des pertes de temps, de productivité, mais j'aimerais peut-être vous rappeler aussi que ça a un impact majeur sur la qualité de vie. Donc, tout ça, là, être pris dans l'embouteillage, passer des heures et des heures dans l'auto ou en même temps, perte de productivité, ça affecte vraiment la qualité de vie de l'individu. Donc, les navettes électriques et autonomes, c'est une solution qu'on pense qui est adaptée pour la mobilité urbaine et on commence à en voir se déployer un peu partout à travers le monde. Mais c'est une alternative qui est très économique, qui est très écologique aussi pour remplacer les véhicules passagers. Donc, on ne dit pas que ça remplace le transport en commun. En fait, c'est un complément au transport en commun, mais ça peut être aussi un des outils pour aider à améliorer plusieurs des enjeux et des défis que j'ai parlé plus tôt. Donc, c'est quoi une navette autonome? Ben, en fait, on parle essentiellement de petites navettes qui peuvent transporter entre 4 à 15 passagers, qui naviguent généralement autour de moins de 50 km à l'heure. Ce sont des zones limitées, trajets d'apprentissage prédéterminés. Donc, on parle aussi de ce qu'on appelle en anglais geofenced, d'endroits très prédéterminés. Aujourd'hui, on a des autobus qui ont des voies réservées. Vous pouvez vous imaginer aussi des navettes qui peuvent partager cette voie réservée-là avec les véhicules. Sont de petite taille électrique et sont parfaites pour le covoiturage
et c'est un fonctionnement continu, c'est-à-dire on parle d'utilisation 24 heures par jour, 7 jours semaine, et avec très peu de maintenance qui est nécessaire. Donc, quand on regarde au niveau des projections, plus tout dépendamment de où est-ce qu'on regarde, mais plusieurs analystes prévoient que les navettes autonomes vont dominer le marché des véhicules hautement robotisés d'ici les 5 à 10 prochaines années. Donc, on parle, en termes d'automatisation, on parle de navettes qui, elles, fonctionnent soit avec un technicien ou pas de technicien euh, euh, dans le véhicule. Aussi, on voit, comme on peut le constater, il y a énormément, désolé, je vais un peu trop vite, il y a énormément de demandes pour plusieurs types d'applications. Il y a toutes sortes de campus, toutes sortes d'endroits. Donc, on peut regarder, par exemple, les aéroports. Est-ce que, il y a des conducteurs qui utilisent des petits véhicules ou même des autobus pour transporter des individus ou pour transporter des produits ou des valises. Donc, il y a un peu de tout. En anglais, on dit le middle mile ou bien le last mile. Donc, il y a énormément d'applications où est-ce que les navettes peuvent être retrouvées. Donc, alors, pourquoi des capteurs lidar? C'est parce qu'il faut rendre le véhicule très sécuritaire. Il faut qu'il soit en fait plus sécuritaire que l'humain pour qu'il y ait une adaptation, une adoption massive de ces véhicules-là. Pourquoi c'est important? Parce que les collisions entre les usagers vulnérables de la route euh, causent plus de 50% des décès routiers par année. En fait, je vais être encore plus probant. Il y a 1,3 million de personnes qui perdent la vie à tous les jours à cause d'un accident de la route. Vous imaginez, on va ça en d'autres termes, imaginez à chaque heure, il y a un Boeing 737 qui s'écrase, puis tout le monde meurt. Donc, c'est un enjeu qui est majeur. Ce n'est pas juste un enjeu écologique, c'est un enjeu humain. Donc, il faut avoir une solution qui est beaucoup plus adaptée à améliorer la qualité de vie, mais à aussi rendre des sécuritaires. Et quand on parle d'une navette autonome, on parle dans des zones urbaines, on parle vraiment, de être adapté à s'adapter à divers types de véhicules et d'obstacles. Donc, on parle d'objets de petite dimension, des objets suspendus, la signalisation, barrages, piétons, cyclistes. On parle aussi d'animaux, de gens qui traversent la rue dans le mauvais sens. Donc, il y a toutes sortes d'obstacles que le véhicule doit naviguer. Alors, c'est important d'avoir de lidar qui permet de la géolocalisation, qui permet de mapper l'environnement en 3 dimensions et de détecter tous les obstacles autour de l'habitacle du véhicule. Donc, dans le fond, qui crée un cocon autour du véhicule qui permet de fonctionner dans n'importe quelle condition atmosphérique, dans n'importe quelle condition de luminosité et à toute heure de la journée, évidemment, et même les obstacles non identifiés par l'automate. Alors là-dessus, donc, on parle de capteurs qui permettent de créer une zone de couverture de 360 degrés autour du véhicule pour qu'il y ait pas de zone morte ni d'angle mort, mais aussi, admettons que l'obstacle est complètement collé au véhicule à moins d'1 mètre, il faut aussi qu'il soit capable de le détecter. Donc, c'est le rôle que joue le lidar est extrêmement important pour rendre ces navettes-là beaucoup, beaucoup plus sécuritaires que juste la caméra ou le radar. Alors, donc, on parle d'une multitude. On parle aujourd'hui spécifiquement des navettes, mais on peut penser des robotaxis, des véhicules de livraison, des autobus, des véhicules commerciaux, mais aussi toutes sortes de véhicules spécialisés. On parle de construction beaucoup dans la ville de Montréal. Ça peut être l'agriculture, mais ça peut être aussi des véhicules hybrides qui permettent de détecter l'environnement, mais aussi de réduire la capacité ou réduire les véhicules qui sont sur le marché qui polluent l'environnement. Alors, ça, c'est la portion navette et la portion lidar. Là-dessus, pour que ça fonctionne bien, en fait, ça prend des solutions de fusion de données et de perception. Donc, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire en termes technologiques. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un dessin sur l'asphalte. Donc, la caméra dit, ah, je détecte qu'il y a un obstacle, il y a un enfant qui joue dans la rue.
Le radar lui dit, moi, je vois absolument rien. Alors, qu'est-ce qui prend la décision? Donc, ça prend une tierce modalité pour être en mesure de valider, de dire oui, effectivement, il y a quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est un obstacle qui est euh, qui permet ou qui empêche, dans le fond, d'aller de l'avant. Donc, c'est correct pour le véhicule de continuer d'aller de l'avant. Donc, alors là, c'est là que rentre le lidar et les solutions de perception de haute qualité. Donc, quand on parle de perception, c'est vraiment tout ce qu'on appelle un modèle environnemental en 3 dimensions et d'augmenter la résolution, les bénéfices de la caméra, les bénéfices du radar, les bénéfices du lidar. Donc, ça permet, ce qui est fantastique avec les environnements en 3 dimensions, c'est que tu peux jouer entre la réalité et l'environnement virtuel. Donc, tu peux faire de la rotation, avoir une vue d'ensemble, avoir un obstacle. Regardez, ici, on parle d'un poster sur le mur. Vous voyez, en haut, la caméra reconnaît, waouh, il y a une voiture, mais pourtant c'est un poster. En fait, si vous regardez en haut à gauche, il reconnaît qu'il y a une voiture. Mais quand on regarde vraiment vrai, il y a une voiture, effectivement, mais en arrière, ce n'est pas la voiture. En arrière, c'est un building blanc. Donc, c'est très difficile de détecter si vous n'avez pas une technologie de haute qualité. Et c'est l'importance des technologies de fusion et de perception qui permettent justement de fusionner ces données-là et d'extraire l'information importante. Comme là, sur cet écran-là, ce que vous voyez en plein milieu, c'est il détecte les obstacles, il détecte aussi l'espace libre pour circuler. Donc, on parle de free space, comme on dit. Tu vois, vous voyez, il détecte le piéton, il détecte l'auto, il va détecter même aussi la signalisation. Et à droite, c'est ce qu'on appelle un bird's eye view. Donc, c'est un vue aérospatiale qui est recréée en 3 dimensions. L'automate n'a pas besoin de voir de grandes images, de belles images de haute résolution. L'automate a besoin d'avoir de l'information précise ou du data précis. Et on utilise un réseau de neurones très profond pour pouvoir entraîner l'algorithme de reconnaître c'est quel type d'obstacle et mais aussi lui permettre de fonctionner. Ici, on parle, c'est un autre exemple d'un cas d'utilisation qui est très difficile. Donc, la voiture sort d'un tunnel, mettons tunnel Hippolyte Lafontaine, et puis tout d'un coup, les conditions atmosphériques sont très changeantes et on passe d'un tunnel où est-ce que vous voyez, c'est très smooth, c'est très progressif et on ne perd pas l'obstacle. C'est très important. Si le véhicule serait arrêté au bout de la rue, la caméra ne le verrait pas. Donc, vous voyez, on perd pas l'obstacle en avant. Et c'est ça la qualité de l'algorithme et de l'automate. Et c'est ce que doit avoir le véhicule en tout temps. Donc, il faut aussi tester dans d'autres environnements. On parle d'environnements, mettons, voyons, voilà. On parle d'environnement pluvieuse, par exemple. Donc, on parle ici, on regarde est-ce que le système fonctionne bien malgré qu'il c'est pluvieux, c'est humide, il y a du fog. Donc, il faut tester ça dans différentes conditions, que ce soit conditions pluvieuses, secs ou qu'il y ait de la pluie. Donc, c'est ce que voit l'automate et être en mesure de détecter toutes sortes d'objets à toutes sortes de vitesses, dans toutes sortes de conditions. On parle un autre exemple ici, c'est désolé, il y a comme un délai. Donc, on parle un autre exemple ici, c'est la nuit. Donc, il faut que encore une fois, l'automate doit être en mesure de détecter les obstacles, même si c'est la nuit, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de bruit environnemental. Il faut qu'il soit capable d'éliminer de les filtrer, tout aussi en détectant même, vous voyez, malgré que c'est la nuit, il détecte des piétons, il détecte des voitures, il détecte des signes, il détecte aussi l'espace libre où est-ce qu'il peut conduire. Donc, c'est extrêmement important. Donc, on parle d'un système qui est très robuste et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir la modalité qui est combinée avec caméra, radar et lidar parce que le soir, la caméra ne voit pas aussi bien et le radar, il voit très loin, mais n'a pas assez de résolution. Donc, le radar peut dire, je sais qu'il y a quelque chose dans la scène, mais je ne sais pas c'est quoi. Je peux pas te dire c'est quoi. Le leader va dire, oui, je le sais qu'il y a quelque chose dans la scène, je peux voir très loin, mais aussi parce que le leader fonctionne comme une technologie, comme on appelle à fréquence lumière. Donc, on recrée avec le reflet
l'environnement en 3 dimensions et on utilise, avec nos algorithmes de fusion et de perception, on utilise ce que voit le radar et la caméra. On fusionne ça avec les données brutes du lidar aussi et on recrée l'environnement et c'est ce que vous voyez que l'automate est en train de faire justement dans la scène, sur cette scène. Donc, un autre exemple qui est intéressant, désolé, mon système est un peu slow, mais détecter des objets de petite. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. La caméra a de la difficulté à détecter des objets de petite taille qui sont non identifiés aussi. Donc, des petits objets qui pourraient être très dangereux. Donc, on parle aussi, par exemple, dans des environnements où est-ce que la caméra peut être la meilleure modalité pour détecter, mais parfois aussi, on peut utiliser le lidar dans le fond pour déterminer, avoir une visualisation beaucoup plus profonde. Parce que la caméra, ce qu'elle vous donne, c'est qu'elle vous donne beaucoup de résolution, mais elle ne vous donne pas la distance ni la vélocité. Donc, c'est important d'utiliser les modalités comme vous pouvez le voir. Alors, donc, la prochaine exemple, si mon système peut bien fonctionner, désolé. J'y arrive. Alors, on va switcher manuellement. Donc, essentiellement, c'est du pareil au même. C'est juste vous montrer une solution où est-ce que dans la plupart des voitures que vous allez voir aujourd'hui, on parle de systèmes qui sortent avec plusieurs caméras, plusieurs radars. Et pourquoi? Parce que la complexité devient de plus en plus importante. La sécurité, pour qu'on ait sécurité. Donc, les prochaines voitures qui vont sortir des lignes de production, que ce soit les Ford, les Tesla ou les BMW de ce monde, vont avoir beaucoup de caméras, vont avoir beaucoup de radars. Donc, c'est important de fusionner ces données-là et fusionner ces données-là dans un contexte où est-ce qu'on peut maintenant permettre à l'automate non seulement d'identifier les objets, mais de les classifier et en même temps de les suivre à l'intérieur de la scène et permettre justement aux véhicules de prendre des bonnes décisions quand il s'agit de la sécurité et en même temps aussi qui permet aussi au système de bien fonctionner. Un dernier exemple ici, c'est pour vous montrer une solution basée sur caméra, radar, lidar. La différence que vous pouvez voir, c'est que c'est l'emboîtement, mais aussi c'est le vue, en anglais on dit bird's eye view, le vue à vue d'oiseau au-dessus qui permet justement au véhicule d'avoir une perspective 360, mais aussi d'avoir une perspective grande de ce qui se passe dans la scène pour prendre les bonnes décisions. Un autre exemple, c'est basé sur ce qu'on appelle les voies. Faut prendre la décision quand est-ce changer de voie, est-ce qu'il détecte les lignes, est-ce qu'il détecte les panneaux, est-ce que ce sont des lignes continues ou des lignes en pointillés, est-ce que ce sont des lignes doubles, est-ce que il y a assez d'espace pour que je puisse accélérer ou décélérer ou freiner. Donc tout ça, c'est tout important pour faciliter le processus que la navette devienne beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue toutes sortes de cas dans toutes sortes de conditions. Et pour ça, ça prend beaucoup de data, énormément de data. On a à peu près 1,8 million de frames, comme on appelle en anglais, qui sont annotés et on utilise pour justement entraîner l'automate, mais aussi pour avoir une meilleure solution. Alors, comme je vous avais promis, je vous amène ça à la conclusion. Alors, l'autonomie, c'est réel, c'est dans les villes. En fait, on a des véhicules qui parcourent le Québec, en Israël aussi. On a des partenaires qui utilisent nos capteurs, notre solution de software, nos algos pour tester dans plusieurs pays à travers le monde. On a des déploiements qui vont se faire à des millions d'unités d'ici les 3 à 5 prochaines années. Donc, la mobilité électrique et autonome, c'est réel. Les vrais défis qu'on adresse, c'est vraiment des défis de sécurité, mais aussi une mobilité qui est accessible à tous. Donc, les navettes sont une des solutions qu'on propose. En même temps aussi, mais pour que la sécurité soit un enjeu important, que ce soit dans les villes intelligentes, mais aussi que ce soit dans toutes sortes de conditions environnementaux, ça prend des technologies adaptées
des technologies qui sont beaucoup plus fortes que les capacités humaines pour aider à la conduite. Donc, ces technologies d'aide à la conduite sont nécessaires pour rendre la mobilité partagée, mais aussi sécuritaire, démocratiser l'autonomie et en même temps aussi rendre ces solutions-là beaucoup plus abordables. Donc, on s'entend que on parle d'aujourd'hui de systèmes qui étaient plusieurs dizaines de milliers de dollars, qui éventuellement vont se retrouver à 500 dollars et 300 dollars, parce que justement des compagnies comme l'Edartech, on développe des technologies qui permettent justement d'intégrer ça à haut volume. Voilà, ça conclut ma présentation. Je sais qu'il y avait beaucoup de matériel, parfois peut-être un peu technique, mais j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et je remercie aussi les organisateurs de Ville Intelligente de nous permettre justement de parler de la venue prochaine dans la ville de Montréal ou au Québec des navettes autonomes. Merci, Franz, pour la présentation. Il y a une question qui me brûle. À quand ces véhicules autonomes et ces navettes autonomes à Montréal, selon toi? Ben, en fait, il y avait des projets pilotes avec Navia, il y avait avec Local Motors, donc il y a plusieurs. On a aussi, on travaille avec Transdev aussi. Euh, donc, pour moi, désolé, ça c'était mon, je vais arrêter, c'était mon timer. En fait, ces navettes devaient, je dois dire que Montréal, le Québec, on est un peu en retard sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. Tant au niveau législatif, mais aussi au niveau de l'infrastructure pour permettre la mobilité partagée à grande échelle. Donc, c'est l'un des enjeux pour voir ça. Mais il y a des projets qui devaient être faits en 2021. En 2020, pardon, ça a été retardé avec la pandémie. En 2021, on pense que quand ce sera permis, on va être en mesure de faire des tests. Moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'il y a des pays comme l'Allemagne, la France, tous les pays de la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, mais aussi les États-Unis, la Corée du Sud. Donc, il y a des déploiements qui se font à Singapour, à Hong Kong et un peu partout dans le monde de ces navettes-là. Selon toi, on entend souvent avoir le besoin d'avoir que tous les véhicules soient autonomes afin d'avoir vraiment le niveau d'autonomie qu'on voudrait avoir. Est-ce que c'est vrai ou on peut quand même avoir des véhicules autonomes même si le comportement humain de d'autres voitures ou d'autres conducteurs sont moins prévisibles? Est-ce qu'avec ces caméras-là, comme tu dis, avec le côté radar, est-ce qu'on peut détecter ces comportements-là? En fait, c'est effectivement dans un monde où est-ce que tout est automatisé, c'est sûr que c'est plus prévisible et c'est plus safe, mais la réalité, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'automatisation. L'aide à la conduite, il y a aucune voiture qui sort aujourd'hui du fabricant qui n'inclut pas caméra radar et qui n'inclut pas des fonctions automatiques. Donc, on ne le voit pas, mais il y a souvent, par exemple, le freinage d'urgence, par exemple. Peu importe ce qu'on dit, le freinage d'urgence, c'est basé sur le principe qu'il va y avoir des erreurs, il va y avoir des humains qui vont faire des erreurs et l'automate est là pour corriger l'erreur humaine. L'erreur peut être du conducteur en avant, mais aussi de nous en tant que conducteur, on est distrait, on ne voit pas. Alors, il y a énormément d'automatisation qui se fait, mais qui se font par phase et par niveau d'automatisation. Quand on parle du niveau 5, qui est l'automatisation complète, ça va prendre du temps parce qu'on n'a pas l'infrastructure encore. Mais avec la venue de 5G et avec les progrès qu'on fait, il y aura beaucoup, beaucoup de niveaux d'automatisation au cours des 10 prochaines années. Parlant de la 5G, est-ce qu'elle est nécessaire pour avoir un véhicule 100% autonome? Non, ce n'est pas nécessaire puisqu'on en a des véhicules autonomes aujourd'hui qui fonctionnent, donc dans des endroits précis, dans des campus privés ou dans des endroits, en anglais on dit geofence, qui sont dédiés. Donc, c'est possible de l'avoir. L'avantage d'avoir la 5G, c'est que ça réduit le coût du data, ça réduit le coût de transmission d'informations puis d'update, et ça permet d'avoir une plus grande capacité
de déploiement en utilisant le cloud et en utilisant les véhicules à infrastructure, véhicule à véhicule. Donc, ça va faciliter l'automatisation, mais c'est pas absolument nécessaire. Tantôt, France, tu as parlé d'intempéries, mais est-ce que les capteurs et également les caméras sont prêts à nos hivers québécois? En fait, les capteurs, oui, sont prêts. Les caméras sont jamais prêtes parce que la technologie, elle n'est jamais assez bonne quand on parle de l'hiver. Mais c'est ça, justement, la combinaison de caméras, radar, lidar, c'est que ça permet, dans le fond, aucune de ces technologies-là n'est parfaite, mais ça permet de complémenter les forces et les faiblesses de chacune. Donc, c'est sûr que même l'humain, on n'a pas quand il y a du brouillard, l'humain, il voit pas. Mais par contre, la caméra, radar et lidar, combinés ensemble, sont mieux que l'humain. Donc, dans ce contexte-là, c'est absolument nécessaire d'avoir ces genres de technologies-là parce que même si l'humain est en contrôle, il y a un enjeu majeur quand il y a des tempêtes de neige ou du brouillard. On le voit là sur la 40, aussitôt qu'il neige un petit peu, c'est l'enfer. Tu as parlé beaucoup de données. Alors, en termes de données, est-ce que tu crois qu'éventuellement, les caméras et les voitures autonomes vont se parler? Par exemple, j'ai ma voiture, Noah a sa voiture, Martin a sa voiture, on est à côté. Peut-être qu'il y a une intempérie, une tempête de neige. Est-ce que tu crois que l'information va se partager? 100%. En fait, justement, ça va se faire de façon naturelle. Il y a déjà du partage d'informations qui se fait aujourd'hui, de data. On parle de crowdsourcing. Donc, moi, j'utilise Waze aujourd'hui. En fait, Waze, c'est ce qu'on appelle, c'est du partage de data qui dérive de l'information, qui nous permet de prendre la décision. Les véhicules vont faire la même chose. Ils vont partager non seulement du data en termes de circulation, mais aussi des risques, des enjeux, de ce qu'ils perçoivent, s'il y a des incidents ou s'il y a, par exemple, des embouteillages, ou s'il y a aussi une historique plus précise et plus efficiente. Donc, l'automate, son rôle, c'est d'arriver à la façon la plus efficiente à la prise de décision ou à la prise d'action, l'actuation. Donc, à ce moment-là, en utilisant des données de d'autres véhicules qui peuvent accélérer cette prise de décision-là ou cet apprentissage-là, c'est clair que ça va rendre les routes beaucoup plus sécuritaires et ils vont se partager. L'enjeu qu'on va avoir, c'est quelle interface va être l'interface standard, mais ça, on laisse ça à des scientifiques, à des ingénieurs comme moi pour figurer ça, mais on va y arriver. Merci beaucoup, France, pour ce partage d'idées stimulantes. Écoute, j'aurais tellement d'autres questions portant sur les drones et d'autres, mais c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie à toi et LidarTech d'avoir soutenu l'expérience Ville intelligente. Merci. Merci. Et pour terminer, on aimerait ça également vous présenter et vous imager qu'est-ce que LidarTech en vous partageant une vidéo d'environ 1 minute. LidarTech is a project that we've been passionate about for over a decade. We are dedicated to advancing a unique optical sensing technology that is now the worldwide reference in solid-state LiDAR. Combining the inherent properties of light with advanced R&D, LidarTech's expertise is at the heart of tens of thousands of sensors around the world. Today, we're leading the way in optical sensing innovations that are bound to be game changers in the smart mobility revolution. Our mastery of optical and electronic engineering as well as signal acquisition and processing techniques enable us to set new industry standards. With millions of hours of operation in all types of environments, LidarTech's technology has proven itself time and again. We make transportation safer and more efficient, helping to reduce accidents and traffic congestion for a better quality of life. Together, we're creating a solution that detects and measures objects and people in ways that have never been possible before. That innovation is available today, and it's only the beginning.